Et le 19h Sport, comme chaque mardi soir, c'est votre émission Parlons Sport pour tout comprendre et tout commenter. On va parler de notre deuxième débat car il y a de plus en plus de joueurs d'expérience qui sont placés en tribune lors des matchs, pas par punition mais pour apporter leur lecture du jeu et soutenir le staff technique. Mais où s'arrête le rôle du joueur et où commence celui de l'entraîneur? Sont-ils compatibles, complémentaires ou concurrents? On en parle toujours avec nos intervenants Lucas Collado et Olivier Aulas. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit maintenant, Lucas, de plus en plus, notamment récemment avec Winnie Antonio, notamment du côté du Stade Rochelet, qui est entraîneur de la mêlée mais qui joue toujours. Maxime Lucu en ce moment est blessé mais il est en tribune avec notamment Noël McNamara pour avoir un peu un aperçu et apprendre. Est-ce que selon vous, qu'est-ce qu'un joueur en tribune peut apporter de plus qu'un entraîneur en bord de terrain? Moi, je pense que c'est une super chose. D'une part, pour l'aspect vraiment purement tactique, sportif, un joueur qui est sur le terrain a une certaine expérience, a une certaine connaissance aussi de ce qu'il fait, de la situation actuelle du club, et peut apporter un regard aussi assez neuf et assez différent, qui vient justement en complémentarité totale de l'équipe, du staff et des entraîneurs. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est que c'est des joueurs qui aussi pensent à leur après-carrière. On sait que chez les sportifs, c'est un sujet qui est quand même très important et de plus en plus mis en avant et soutenu. La suite logique, c'est souvent une évolution justement dans le sein du club, d'un staff, et c'est une manière de préparer sa reconversion également. Donc je pense que ça peut avoir que du bon justement sur tout ça. Le regard d'un joueur peut être différent que d'un entraîneur? Oui, parce qu'il y a le feeling, il y a le flair. Et ça, tu l'as dans le jeu, tu l'as quand tu joues avec tes coéquipiers, tu sais, ça ment pas, quoi. Donc, c'est des choses que l'entraîneur peut imaginer. Bon, je pense que c'est pas essentiel, mais c'est un facteur en plus, comme une data sur lesquelles les entraîneurs en ce moment considèrent. Je pense que ça vient aussi surtout du rugby qui est en pleine innovation en ce moment. Moi, quand je regarde, c'est un exemple, mais la VAR, comment la VAR est utilisée au rugby, mais on a envie que ça soit utilisé de cette manière-là dans tous les sports. Et je pense que le rugby est dans cette dynamique de toujours aller chercher à performer, mais en faisant bien les choses. Bon, on n'imagine pas n'importe quel joueur aussi être à côté d'un coach, surtout pas les plus émotionnellement instables, on va dire, ou qui vivent la ferveur d'un match. Donc je pense que ça correspond à certains types de joueurs aussi. Mais ouais, c'est nouveau. Et donc, tout ce qui est nouveau apporte de la fraîcheur. Et ce qui apporte de la fraîcheur apporte du chaud. Donc on adore ça. On rappelle, vous avez été sportif de haut niveau, notamment au water-polo. Est-ce que vous avez déjà été dans cette position un peu, quand vous ne jouez pas un match, vous étiez avec l'entraîneur? Il y avait aussi, est-ce qu'il y a eu cette expérience un peu personnelle? Comment est-ce que ça pouvait le faire qu'un joueur donne son avis un peu? Alors moi c'est un peu plus compliqué parce que faut rappeler aux gens, parce que les gens déjà s'ils connaissent le water-polo c'est bien, alors s'ils voient à quoi ça ressemble c'est mieux. Alors moi j'étais gardien, donc potentiellement j'avais pas forcément la relation avec l'entraîneur, et puis en plus c'était gardien, donc gardien t'es très seul dans ton esprit, c'est un poste un peu fou. Mais je prends l'exemple de joueurs avec lesquels j'ai joué. Oui, j'ai une anecdote sur les Hongrois, à l'époque où les Hongrois avaient gagné 4 Jeux Olympiques d'affilée, toujours en water-polo. T'avais des joueurs, ils prenaient le relais sur la partie prépa mentale, des fois sur le groupe, parce qu'ils savaient qu'ils avaient un impact sur le groupe et qu'ils représentaient quelque chose. Là où l'entraîneur, des fois, quand il veut amener des idées, peut prendre une sorte de rejet. Donc oui, notamment de la part de ses coéquipiers peut-être. Oui, je pense que ça passe mieux quand c'est validé par le capitaine et ou par des leaders des équipes. Ce qu'il y a de pire, ce qui tue les équipes collectives, c'est quand les gens ne se parlent pas et qu'on n'essaye pas des choses. Quand on reste dans son petit monde et qu'on attend que chacun fasse son petit part de job, généralement ça donne pas les meilleures saisons ou les plus abouties, à moins d'avoir les meilleurs joueurs. Est-ce qu'on peut dire, Lucas, qu'un joueur a peut-être une meilleure lecture de jeu qu'un entraîneur? On peut dire qu'un joueur peut avoir des qualités supplémentaires, en tout cas de par son expérience et de par tout ce qu'il a vécu en tant que joueur. Après, un grand joueur ne fait pas nécessairement un grand coach, et on l'a vu à maintes reprises. Et à l'inverse, des grands entraîneurs peuvent ne pas avoir eu de parcours professionnel, ou du moins
pas autant que certains grands joueurs. Je pense notamment à des profils comme Nagelsmann, qui entraîne le Bayern Munich, qui est, je crois, encore avec la sélection allemande, ou peut-être plus, mais qui a apporté aussi une certaine légitimité aux entraîneurs qui ne sortent pas du monde professionnel, à l'inverse des profils comme Thierry Henry, qu'on a beaucoup attendu sur la partie coaching, notamment à Monaco, ont eu le chemin un peu inverse, où ça s'est beaucoup moins déroulé. Là où justement, ce qu'on attendait peut-être, comme le disait si bien Olivier, c'est que le discours, c'est là qu'on attendait aussi Thierry Henry, on le connaissait pour ça, pour ses prises de parole un peu poussées, atypiques, sa relation avec les joueurs. Ce côté-là, il l'avait énormément, le côté pédagogique, tactique, ce qui relève d'une vraie formation d'entraîneur, l'avait peut-être un peu moins. Donc c'est pour ça que je trouve ça quand même très intéressant de l'intégrer dès la carrière en cours, parce que comme ça, les deux sont complémentaires, peuvent préparer la reconversion, et après accéder à cette partie vraiment beaucoup plus théorique et formation, pour avoir un profil justement super complémentaire. Après, t'as des entraîneurs qui ne servent, enfin, pas qui ne servent, mais qui ne fonctionnent qu'au feeling. Moi, je prends le cas de Zinedine Zidane. Je suis pas certain que ce soit lui qui mette en place tous les entraînements avec, voilà. On le voit, il participe aux entraînements, il sent le jeu, il sent les joueurs, il sait ce que les joueurs sont capables de produire ou pas, comme s'il faisait partie en fait de cette équipe-là qui allait rentrer à la 60e. Mais là, on parle plus de l'après, le joueur actif qui prend sa retraite, qui devient entraîneur. C'est surtout maintenant, on voit que par exemple Maxime Lucu, qui est aux côtés de son entraîneur des 3/4, il est toujours actif. Qu'est-ce qu'il peut apporter finalement comme vision qu'un membre du staff ne peut pas apporter au moment d'une rencontre comme ce week-end face à Paris, par exemple? Peut-être qu'un entraîneur aura une vision sur un joueur pour lui dire, voilà, tu vas être capable de jouer à tel poste en faisant ce genre de choses-là. Et peut-être que l'appui d'un coéquipier peut amener à faire changer des décisions qui sont prises par les coachs et qui sont subies par les joueurs. Donc je pense que, de toute façon, c'est ça, il faut de la communication, et je pense que ça peut amener plus de communication sans trop créer de brouhaha. Ça peut rentrer dans un conflit. Par exemple, un manager peut dire au joueur qui est à côté, bon, mon coco, t'es mignon, mais c'est moi le membre du staff aussi. Ouais, effectivement, c'est quelque chose qui est aussi dur à gérer. Vous parliez au départ de barrière, la barrière, elle est aussi dure à fixer. Dans le cas du rugby, Olivier le disait, il y a beaucoup d'innovation, et je trouve que ça commence à être très bien fait. On a eu des cas comme ça dans le foot assez récent, notamment avec Vincent Kompany, qui après Manchester City est parti à Anderlecht, et pendant quelques temps a eu justement ce double rôle de joueur-entraîneur, et qui au bout de quelques mois a vite arrêté parce que justement la charge était trop compliquée en termes de travail et aussi en termes de limites dans la communication avec les joueurs, dans l'approche des matchs. Donc effectivement, cette complémentarité était super intéressante, mais la double opposition était quand même assez présente et a été compliquée à gérer. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau, donc il y a aussi quelque chose à trouver, je pense, et une patte à amener sur cette formation, cette nouvelle formation, mais qui est très complémentaire et peut apporter une autre vision. Il y a une possibilité à l'avenir qu'on voit maintenant un membre du staff en tribune et qu'il y a un joueur actif qui est peut-être blessé ou de repos qui soit à côté, et comme ça ils peuvent partager une double vision, la vision du staff et la vision du joueur actif. Oui, en plus ça va dans le développement du sport, n'importe quel sport, on le prend, c'est une sorte d'héritage en fait qu'on lègue, donc il y a des savoir-faire. C'est bien en termes de management, de faire comprendre comment fonctionne aussi l'entraîneur, que les joueurs le comprennent. Et quoi de mieux que de l'incarner au plus proche de l'entraîneur, sans pour autant qu'il prenne un rôle qui ne serait pas le sien. Et justement, on en parle un petit peu, mais est-ce que ça peut être bien perçu par les coéquipiers, tout ça? De se dire, par exemple, comme Winnie Antonio à La Rochelle, c'est lui qui est l'entraîneur de la mêlée. Est-ce qu'on écoute plus facilement un coéquipier qu'un entraîneur? Est-ce que, quand Maxime Lucu, qui est capitaine et leader quand même, il faut le préciser, qui est, je pense, dans le vestiaire très écouté par les coéquipiers, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette barrière de il faut rester joueur et il ne faut pas conseiller aussi sur des choses? Je pense que tout va dépendre aussi de l'envergure que représente le joueur, de l'ampleur que le joueur peut avoir dans le club et dans l'image des gens. Effectivement, quelqu'un comme Maxime Lucu, qui est un capitaine hors pair, qui a une voix qui porte et qui est apprécié généralement de tous, je pense que le souci se pose pas trop. Après, est-ce que sur d'autres types de joueurs, d'autres profils de joueurs, c'est aussi une concurrence qui est parfois saine ou peut-être un peu moins saine entre les joueurs également, peut avoir lieu avec des profils comme Antonio, des profils comme Lucu. Je pense que la question ne se pose pas du tout, mais effectivement à l'avenir, si ça se développe, je pense qu'on peut être confronté à ce genre de situation. Et c'est ça, et inversement, est-ce que finalement ils ont peut-être pas aussi autant de poids, voire plus qu'un entraîneur? Oui, après on sait, ceux qui ont la clé du match sont les joueurs. Moi, il m'est arrivé dans
dans ma petite carrière, hein, de pas suivre les conseils tactiques d'un coach parce que tu sens que en tant que gardien, le meilleur joueur d'en face, je peux l'arrêter. Et c'est là où peut-être que le joueur peut apporter quelque chose au staff, ce feeling, ce ressenti du terrain qu'ont pas forcément les entraîneurs. Je pense un match peut s'écrire, peut avoir plusieurs scénarios et plein d'histoires différentes. Hein. On peut jouer 10 fois la même rencontre, pas 10 fois pas le même résultat ou pas la même manière d'arriver au même résultat. Et je pense que le joueur, c'est quand même l'acteur du match. Et quand on a l'instinct et quand on a le flair, parfois, il faut prendre le pas sur l'entraîneur et dire « Attends. Là, on a beau avoir mis quelque chose en place, ça fonctionne pas, c'est de la tactique. Et si on essaie autre chose, il y en a qui vont pourrir le jeu, il y en a qui vont au contraire créer, peut-être avoir plus d'audace, il y en a qui vont faire le dos rond pour attaquer qu'au bon moment. En fait, il y a toute une philosophie de jeu. Je crois que ça ne convient pas à n'importe quel type de joueur. J'aurais jamais imaginé Neymar à côté du coach dire ouais non on va jouer comme ci, comme ça, et en même temps faire voilà. Ça correspond à un profil de joueur particulier. Je dirais même peut-être à un sport particulier parce qu'il faut amener. On le voit au rugby, ça se met en place et ça se met bien en place. C'est pas un test et on se dit tiens on va piquer l'idée à droite et à gauche. On va regarder comment ils font, on va essayer de voir dans quelle mesure nous on peut intégrer et si ça marche, si on l'intègre. Je pense que oui. Bon, après. Ça peut être l'avenir, mais comme l'a dit Lucas, ça peut être aussi un bon moyen pour préparer la suite de sa carrière, de commencer un petit peu à être à côté des membres du staff et d'apporter leur vision. Les joueurs, il faut les écouter. Merci messieurs en tout cas d'avoir débattu sur ces deux débats sur Bruno Riles et bien sûr sur ces joueurs qui sont à côté maintenant des membres des staffs pour apporter leur vision de jeu. On se retrouve bien sûr demain pour votre émission football. On parlera Girondins de Bordeaux avec notamment la Régionale 1 et on parlera également du FC Bassin d'Arcachon. Bonne soirée à tous sur TV7.